Je m'appelle Jason. J'ai 32 ans et ma famille a essayé de me sacrifier pour le fiancé ambitieux de leur enfant prodige. Avant de vous raconter le moment où j'ai effacé leur sourire suffisant de leur visage devant une centaine de leurs amis les plus importants, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Ça fait du bien de savoir que je ne suis pas seul. L'air dans la grande salle de bal était épais du parfum des fleurs coûteuses et d'une ambition silencieuse. C'était la fête de fiançailles de mon frère Alex. Une centaine de personnes, toutes vêtues de leurs plus beaux habits, murmuraient des approbations, leurs verres tintant comme des carillons dans une douce brise. Sur un grand écran derrière la scène, un diaporama d'Alex et de sa fiancée Chloé tournait en boucle. Des sourires parfaits, des vacances exotiques, une vie organisée pour un public. Je me tenais près du fond, un fantôme au festin, exactement comme il le voulait. Puis Alex, mon frère aîné, le favori, s'est approché du micro. Il rayonnait, son bras enroulé possessivement autour de la taille de Chloé. « Merci à tous d'être venus », a-t-il dit, sa voix lisse comme du marbre poli. « Et maintenant, j'aimerais inviter mon petit frère, Jason, à dire quelques mots. Viens, Jay. Ne sois pas timide. » Une vague d'applaudissements polis. Tous les yeux dans la pièce se sont tournés vers moi. C'était un jeu de pouvoir, et nous le savions tous les deux. Il voulait m'exposer, moi, le programmeur ringard et silencieux, comme toile de fond à son propre succès éblouissant. J'ai vu Chloé lui murmurer quelque chose à l'oreille, un sourire malin et triomphant jouant sur ses lèvres. J'ai marché vers la scène, mon cœur battant comme un tambour froid et régulier contre mes côtes. Je sentais le poids de leurs attentes, le scénario familier qu'ils voulaient que je suive, dire quelque chose de maladroit, être le frère adorable et empoté, puis me fondre à nouveau dans le décor. Mais ce soir, le scénario allait changer. J'ai atteint le micro et j'ai regardé la mère de visage. J'ai vu mes parents au premier rang, leur sourire tendu d'un mélange de fierté pour Alex et d'un léger embarras pour moi. J'ai vu Chloé me regarder avec une expression de condescendance amusée. Je n'ai pas dit ce qu'ils attendaient. Au lieu de cela, j'ai sorti une petite télécommande de ma poche. Avant de dire quelques mots sur le recouple, ai-je commencé, ma voix claire et calme, je veux partager un petit projet qui a beaucoup intéressé Chloé dernièrement. J'ai appuyé sur un bouton. Le diaporama romantique a disparu. À sa place, un fichier vidéo est apparu sur l'écran géant. Les sourires au premier rang se sont figés. Le visage de Chloé, qui avait rayonné de victoire, s'est transformé en un masque de pure horreur glaciale. La mâchoire d'Alex est tombée. Mon père a commencé à se lever de sa chaise, son visage virant au rouge sombre de la colère. La salle est tombée dans le silence. Le seul son était les premières secondes de la vidéo que j'étais sur le point de jouer. Ce n'était pas juste un toast. C'était un règlement de compte. Et pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut remonter à quelques semaines, à un dîner qui ressemblait à tous les autres dîners de ma vie, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Le dîner où tout a commencé. C'était un dimanche soir, du genre sur lequel ma mère, Eleanor, insistait. Un dîner de famille semblait chaleureux, mais pour moi, ça avait toujours été une représentation sur ordre. J'étais l'acteur de soutien, et la star du spectacle était toujours Alex. Ce soir-là, il avait amené sa nouvelle petite amie sérieuse, Chloé, pour ce qui ressemblait à une inspection formelle. J'aurais dû savoir que ce serait différent cette fois. Pire. Chloé n'était pas juste une autre des conquêtes tape à accent grave l'œil d'Alex. Elle avait une certaine acuité dans les yeux, une immobilité de prédateur. Elle travaillait dans un fonds de capital risque de haut vol, et elle portait son ambition comme un manteau de créateur. Nous étions assis autour de la table en acajou poli dont mes parents étaient si fiers. La conversation, comme toujours, tournait autour d'Alex, sa dernière affaire immobilière, sa nouvelle voiture, son prochain voyage à Aspen. Je picorais mon poulet rôti, essayant de rester invisible. Puis Chloé a tourné son regard laser sur moi. « Alors, Alex me dit que tu es programmeur, Jason ?» a-t-elle demandé. La façon dont elle a dit « programmeur » donnait l'impression que c'était comme « inspecteur de termites ». « Je suis data scientist », ai-je corrigé doucement. « Je dirige ma propre. » Elle m'a coupé avec un rire cristallin. « Oh, c'est adorable. Tu as ta propre petite entreprise de tableur. C'est tellement mignon que tu aies un passe-temps qui paie les factures. » La table a éclaté de rire. Pas un rire méchant et cruel, mais quelque chose de pire. Le genre dédaigneux et condescendant. Mon frère Alex a passé un bras sur son épaule, rayonnant.
C'est un vrai piment, n'est-ce pas? Ma mère est intervenue, sa voix dégoulinant d'une fausse inquiétude. Jason, chérie, nous nous inquiétons juste. Ce monde est si instable. Pas comme le travail d'Alex. Solide, tangible. Mon père, Richard, s'est éclairci la gorge. Un signal qu'un verdict allait tomber. Ton frère construit des choses, Jason. Il traite avec des gens qui ont de vrais actifs. Toi. Tu t'assois dans une pièce sombre et tu tapes. Nous voulons juste que tu aies un avenir sûr. Chaque mot était une pierre soigneusement placée, construisant un mur autour de moi. Le message était clair. Tu es inférieur. Tu n'es pas des nôtres. J'ai regardé Chloé. Elle m'observait. Un petit sourire suffisant sur son visage. Elle me testait, voyant jusqu'où elle pouvait pousser le souffre-douleur attitré de la famille. Et ma famille la laissait faire. Ils appréciaient le spectacle. Le coup de grâce est venu quand j'ai essayé d'expliquer ce que je faisais réellement. Je développe une IA de comptabilité forensique, ai-je dit, en essayant de garder ma voix stable. Elle est conçue pour détecter les fraudes financières sophistiquées. Chloé a agité une main dédaigneuse. Oh, chérie, laisse ça aux grands acteurs. Mon cabinet cherche justement à acquérir une petite entreprise d'IA en ce moment. De vrais professionnels. Ils ont un algorithme brillant qui va changer la donne. Elle m'a toisé de haut en bas. C'est un peu hors de ta portée. C'était ça. La petite tape condescendante finale sur la tête. Mon frère a ricané. Mes parents ont hoché la tête en signe d'accord. J'ai posé ma fourchette et mon couteau sur mon assiette. Le cliquetis métallique était anormalement fort dans le silence soudain. Je n'ai pas dit un mot. Je l'ai juste regardé, eux tous, et j'ai laissé le silence planer dans l'air. Mon père l'a brisé. Jason, ne sois pas impoli, a-t-il sifflé à travers la table. Arrête de donner une mauvaise image de la famille. Arrête de leur donner une mauvaise image. Pas, défends-toi. Pas, ça suffit. Mon rôle était d'absorber les coups et de protéger l'image immaculée de la famille. J'ai repris ma fourchette, mais je n'ai pas mangé. Je suis juste resté assis là. Un fantôme à ma propre table familiale, un goût de cendre dans la bouche. Et à ce moment-là, quelque chose en moi, quelque chose qui était en sommeil depuis des années, a commencé à se réveiller. En rentrant chez moi ce soir-là, les lumières de la ville se sont brouillées en longues traînées vaporeuses à travers mon pare-brise. Les rires du dîner résonnaient dans mes oreilles. Un chœur fantôme qui chantait la même mélodie depuis 30 ans. Ce n'était pas seulement Chloé. Elle n'était que la nouvelle voix dans une chorale de dédain. Mon esprit a dérivé en arrière. J'avais 10 ans, debout fièrement dans le salon à côté de mon projet pour l'Expo Science. Un volcan miniature, méticuleusement conçu, prêt à entrer en éruption avec du bicarbonate de soude et du vinaigre. J'avais remporté la première place, mais personne ne regardait. Ils étaient tous rassemblés autour d'Alex, qui venait d'annoncer qu'il avait été sélectionné pour l'équipe de basketball junior. Mon ruban bleu était posé sur la table basse, inaperçu. Puis est venue la remise des diplômes du lycée. J'étais le major de promotion. J'avais préparé un discours sur la poursuite des rêves et l'avenir de la technologie. Je l'ai prononcé devant un auditorium à moitié vide parce que mes parents et ma famille devaient partir tôt. Pourquoi? Alex avait un match de football important cet après-midi-là. Un match amical de pré-saison. Je les ai retrouvés plus tard en train de célébrer son unique but comme s'il avait gagné la Coupe du Monde. Ma plaque de major de promotion a fini dans une boîte au garage. C'était un schéma, un système. Alex était le soleil. J'étais la planète sur une orbite lointaine et froide, parfois reconnue mais jamais vraiment vue. Ma passion pour les ordinateurs était une bizarrerie. Ma nature calme était une déficience sociale. Mes réussites étaient, bien, chérie. Les moindres succès d'Alex étaient prétexte à champagne et louanges. Le souvenir le plus douloureux, celui qui ressemblait encore à une plaie ouverte, datait de 5 ans. J'avais les bases de mon IA, Aurelia Analytics. Ce n'était qu'un concept à l'époque, mais un concept puissant. J'avais besoin d'un petit investissement de démarrage, juste $20 000 pour obtenir l'espace serveur et les licences logicielles pour construire un prototype fonctionnel. J'ai rédigé un plan d'affaires complet. J'ai répété ma présentation. Je l'ai présenté à mon père dans son bureau. Il a écouté avec une expression peinée, comme si je décrivais une maladie en phase terminale.
Jason, je ne peux pas, a-t-il dit en secouant la tête. C'est trop risqué, ce fantasme informatique. Tu as besoin d'un vrai travail avec un vrai salaire. 2 semaines plus tard, il a acheté à Alex une BMW flambant neuve pour le féliciter d'avoir été nommé vendeur du mois dans son agence immobilière. 20 000 $ aurait été une erreur d'arrondi sur cette voiture. Je me souviens avoir demandé à ma mère pourquoi. Ton père et moi, nous avons mis beaucoup d'argent dans le fonds d'études d'Alex et pour l'aider à démarrer, a-t-elle expliqué comme si c'était la chose la plus logique au monde. Son parcours professionnel est une valeur sûre. Nous devons être intelligents avec nos investissements. Tu comprends? J'ai compris. Je n'étais pas un investissement intelligent. J'étais le cas social, celui dont on espérait qu'il se débrouillerait tout seul pour ne pas être un fardeau pour les ressources ou la réputation de la famille. Je ne leur ai plus jamais demandé un centime. J'ai travaillé à 2 emplois, codé toute la nuit, et construit mon fantasme informatique par moi-même. Alimenté par le café et une colère silencieuse et brûlante. Ce soir-là, après la performance de Chloé, j'ai réalisé que rien n'avait changé. À leurs yeux, j'étais toujours le petit garçon avec le projet de l'Expo Science, attendant des applaudissements qui ne viendraient jamais. Ils n'avaient aucune idée de ce que j'avais construit dans le silence auquel ils m'avaient relégué. Et alors que je me garais dans mon allée, une pensée froide et dure s'est cristallisée dans mon esprit. Peut-être qu'il était temps que je leur montre. Je ne suis pas rentré chez moi. Je ne pouvais pas. Le silence de mon appartement aurait été assourdissant. Au lieu de cela, j'ai conduit jusqu'au petit immeuble de bureau sans prétention où je louais quelques pièces. Le siège officiel d'Aurelia Analytics. C'était en réalité juste un espace de travail glorifié pour moi et mon cofondateur, Ben. Je l'ai trouvé exactement là où je m'y attendais, penché sur un clavier, baigné dans la lueur de 3 moniteurs, une boîte de pizza à moitié vide à côté de lui. Ben était mon meilleur ami depuis l'université. C'était la seule personne sur la planète qui ne me voyait pas comme le frère bizarre d'Alex, mais comme un partenaire, un égal. Il a levé les yeux quand je suis entré, son regard enregistrant immédiatement la tempête sur mon visage. « Ouah » a-t-il dit en se penchant en arrière dans sa chaise. « Laisse-moi deviner, le dîner du dimanche. » Je me suis affalé dans l'autre chaise, le faux cuir gémissant en signe de protestation. Je n'ai même pas eu besoin de dire grand-chose. Je lui ai juste donné les grandes lignes. Les remarques condescendantes de Chloé. La participation joyeuse de ma famille. L'ordre final et tranchant de mon père. Ben a écouté patiemment, son expression se durcissant à chaque mot. Quand j'ai fini, il est resté silencieux un long moment. Il a fait pivoter sa chaise pour faire face à son moniteur, a tapé quelques commandes et a ouvert un fichier. « Tu sais, » a-t-il dit, sa voix basse et dangereuse, « pendant que tu te faisais agresser verbalement autour d'un rôti, j'étais en appel avec l'équipe de fusion et acquisition de Sterling Westwood. » Sterling Westwood, le conglomérat technologique massif qui était dans les dernières étapes de notre acquisition. L'accord était si secret que même ma propre famille ne connaissait pas le nom de mon entreprise, et encore moins le fait qu'elle était sur le point de nous rendre tous les deux très riches. Et alors, ai-je demandé, mes propres problèmes momentanément oubliés. Ben s'est retourné vers moi, un sourire féroce sur le visage. Et le responsable des acquisitions, un gars nommé Harrison, t'a appelé, toi, pas l'entreprise, toi spécifiquement, l'atout le plus précieux de toute cette transaction. Il a dit, votre cerveau est la raison pour laquelle il paie un montant à 8 chiffres. Il veut que tu diriges leur nouvelle division d'IA après la fusion. Les mots flottaient dans l'air. Un contraste saisissant avec les échos du ridicule de ma famille. Un passe-temps qui paie les factures. Une petite entreprise de tableurs. Hors de ta portée. Ils ne savent pas, mec, a dit Ben, sa voix s'adoucissant. Ils n'ont aucune idée de qui tu es. Ils ne veulent pas savoir, ai-je dit, l'amertume remontant à nouveau dans ma gorge. Ils ont la version de moi avec laquelle ils sont à l'aise. Le raté. Ça fait paraître Alex meilleur. Ben a hoché la tête. Alors, qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? La question était simple, mais la réponse semblait monumentale. Pendant des années, je n'avais rien fait. J'avais absorbé. J'avais accepté mon rôle. Mais assis là, dans le bourdonnement silencieux des serveurs qui contenaient le travail de ma vie, j'ai senti un changement. C'était le pourquoi. Pourquoi avais-je travaillé si dur? Pourquoi avais-je sacrifié le sommeil et une vie sociale pendant des années? Ce n'était pas seulement pour construire quelque chose.
C'était pour prouver quelque chose. Comme par hasard, mon téléphone a vibré. C'était un email. L'objet était festif, orné de confettis numériques. Vous êtes invités. Fête de fiançailles d'Alex et Chloé. Je l'ai ouvert. C'était une invitation formelle somptueuse. Une célébration de l'union qui, quelques heures auparavant, avait essayé de briser mon esprit avec désinvolture. Il m'invitait à revenir dans le giron, s'attendant à ce que je vienne, que je sourie et que je joue mon rôle. C'était un test, une demande de ma reddition. Ben m'a regardé le lire. Tu ne vas pas y aller, n'est-ce pas? J'ai regardé de l'écran à Ben, et un sourire lent et froid s'est étendu sur mon visage. Oh, si, j'y vais, ai-je dit. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Pendant 2 jours, j'ai fixé cette invitation numérique. Elle restait dans ma boîte de réception comme une bombe à retardement. Une partie de moi, celle qui avait été conditionnée pendant des années, voulait simplement la supprimer, envoyer un poli « Désolé, je ne peux pas venir » et me replier dans la sécurité de mon travail. Ce serait plus facile, ce serait plus calme. Mais chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le sourire suffisant de Chloé. J'entendais le sifflement de mon père. Arrête de donner une mauvaise image de la famille. Ce n'était pas juste une invitation. C'était une convocation. Il me disait sans mots de revenir et de rentrer dans le rang, d'accepter la nouvelle reine de la famille et ma place au bas de l'échelle. Mon refus serait perçu comme de la mauvaise humeur. Ma présence comme une soumission. J'étais sur le point d'archiver l'email pour la 10e fois quand un nouveau est apparu. Il provenait d'une adresse chiffrée anonyme. Le genre de chose qui déclenche immédiatement les sonnettes d'alarme. L'objet n'était que de 3 lettres. VCF. VCF, Venture Capital Fund, le monde de Chloé. Mon cœur a commencé à battre un peu plus vite. Contre mon meilleur jugement, je l'ai ouvert. Le message était court, énigmatique. Fais attention. VCF n'achète pas. Ils volent. Ils essaient de faire de l'ingénierie inversée sur l'algorithme de leur cible d'acquisition en IA. Le directeur qui mène l'opération pense que le fondateur est un petit amateur qu'ils peuvent écraser. Ne sois pas cet amateur. J'ai fixé les mots. Une terreur froide m'envahissait. Il y avait des dizaines d'entreprises d'IA que VCF pouvait cibler. Ça pouvait être une coïncidence. Ça pouvait être une erreur de numéro. Une identité erronée. Mais ce n'était pas le cas. Mon esprit est retourné au dîner. Mon cabinet cherche justement à acquérir une petite entreprise d'IA en ce moment, avait dit Chloé. Ils ont un algorithme brillant. Puis les questions insistantes déguisées en piques condescendantes. La façon dont elle avait insisté pour obtenir des détails sur mon travail. Ce n'était pas seulement de la moquerie. C'était de la reconnaissance. Elle n'essayait pas seulement de me mettre à ma place. Elle évaluait la concurrence. Non, pas la concurrence. La cible. L'email anonyme était un coup de semonce. Une fusée éclairante dans l'obscurité. Quelqu'un à l'intérieur savait ce qui se passait. Quelqu'un essayait de me prévenir. Mes mains ont commencé à trembler, non pas de peur, mais d'une rage soudaine et incandescente. Elle s'était assise à la table de mes parents, avait accepté leur hospitalité, m'avait ri au nez, et pendant tout ce temps, elle prévoyait de vider mon entreprise et de voler le travail de ma vie. L'arrogance pure et simple de la chose était à couper le souffle. Et ma famille lui avait tendu le couteau. Il m'avait présenté sur un plateau d'argent, l'idiot de la famille, le nerd inoffensif dont le petit passe-temps ne valait pas la peine qu'on y pense. Son plus grand avantage était leur perception de moi. Elle comptait sur le fait que je sois la personne qu'ils pensaient tous que j'étais. Faible, non conflictuel, facilement écarté. Je me suis levé et j'ai commencé à faire les 100 pas dans mon bureau. Les pièces s'emboîtaient avec une clarté horrifiante. C'était plus qu'une insulte familiale. C'était de l'espionnage industriel. C'était du vol. Et Chloé était au centre de tout ça. J'ai de nouveau affiché l'invitation à la fête de fiançailles sur mon écran. Ma décision n'était plus compliquée. Elle était simple, nécessaire. J'ai cliqué sur RSVP. Participant 1. La partie avait changé. Ils pensaient inviter un convive, mais je venais en tant qu'auditeur, et j'allais mener une analyse forensique complète de leurs mensonges. L'indice anonyme était l'étincelle. Maintenant, j'avais besoin de preuves.
J'ai passé les 48 heures suivantes dans un état d'intensité hyper concentré. Ben et moi avons transformé notre bureau en salle de guerre. Nous vivions de café et de la satisfaction sinistre de la chasse. J'ai commencé là où tout data scientist commencerait, avec les données. J'ai entamé une plongée profonde dans nos journaux d'accès au serveur. L'algorithme principal d'Aurelia était protégé par des couches de sécurité, mais nous avions une version de démonstration en bac à sable que nous fournissions aux investisseurs potentiels sous des accords de non-divulgation stricts. Sterling Westwood y avait accédé, bien sûr. Leur activité était propre, professionnelle. Ils respectaient les limites. Puis j'ai trouvé un autre ensemble d'identifiants d'accès. Ceux que nous avions émis pour VCF, le fonds de Chloé. Les journaux racontaient une histoire. Leur accès initial était normal, des requêtes standards. Mais au cours de la dernière semaine, l'activité était devenue agressive. Ils ne testaient plus seulement les capacités du logiciel. Ils martelaient ses murs, cherchant des failles. Il y avait des tentatives répétées d'accéder au répertoire du code source. Toutes bloquées par nos pare-feux. Ils essayaient de regarder sous le capot. C'était l'équivalent numérique d'essayer de crocheter une serrure. C'était accablant, mais c'était circonstanciel. J'avais besoin de plus. Mon esprit est retourné au dîner, rejouant chaque mot. Les questions de Chloé n'avaient pas été seulement générales. Elle avait demandé quel langage de programmation spécifique j'utilisais pour le réseau neuronal. Elle s'était enquise de mon framework de traitement des données. À l'époque, j'avais rejeté cela comme un bavardage oisif et ignorant. Maintenant, je voyais ce que c'était, une expédition de pêche. Elle essayait de m'amener à lui donner les plans gratuitement. Puis, une pensée plus sombre m'est venue à l'esprit. Comment Chloé en savait-elle même assez sur mon projet pour me cibler en premier lieu? J'étais pathologiquement discret sur mon travail. Seule une poignée de personnes savaient ce que je construisais vraiment. Ben, quelques sous-traitants de confiance et... Mon cœur s'est serré. Et ma famille. J'avais essayé de leur expliquer mon travail au fil des ans, dans mes moments d'optimisme insensé. J'avais partagé mes progrès, espérant une lueur d'intérêt ou de fierté. Je me suis souvenu d'une conversation quelques mois plus tôt lors d'un barbecue familial. Je parlais à mon cousin David. David avait toujours été le bon cousin, celui qui semblait s'intéresser. Je lui ai parlé d'une avancée majeure que j'avais faite avec la modélisation prédictive de l'IA. Alex s'était approché, une bière à la main, et nous avait entendus. Toujours en train de bricoler avec ton cerveau de robot, avait-il plaisanté. Tu devrais te trouver un vrai passe-temps, comme le golf. David m'avait défendu. Non, mec. C'est vraiment cool. Jason est en train de construire quelque chose de grand. À l'époque, j'avais été reconnaissant du soutien de David, mais maintenant, un soupçon écœurant commençait à se former. Alex avait entendu, et Alex parlait à Chloé. Je devais le confirmer. J'ai ouvert nos outils d'analyse du trafic réseau. J'ai commencé à recouper les adresses IP qui avaient mené les attaques sur notre serveur. La plupart étaient masquées derrière des VPN, mais quelques-unes des premières tentatives, plus maladroites, ne l'étaient pas. Elles remontaient à une adresse IP résidentielle. J'ai fait une recherche. Le résultat a été comme un coup de poing dans le ventre. L'adresse était enregistrée au nom de David, mon cousin, celui qui avait toujours semblé être de mon côté. Il n'avait pas seulement écouté à ce barbecue. Il avait recueilli des informations et il les avait transmises. La trahison était si profonde qu'elle m'a coupé le souffle. Ce n'était pas seulement Chloé. C'était une affaire de famille. J'ai appelé David immédiatement. Pas de préambule, pas de bavardage. Pourquoi, David, ai-je demandé, ma voix dangereusement calme. Il y a eu une longue pause à l'autre bout du fil. Jason, de quoi tu parles? Il semblait sincèrement confus. Et pendant une seconde, j'ai presque douté de moi. L'adresse IP, David, celle qui essaie de pénétrer les serveurs de mon entreprise depuis une semaine. C'est la tienne. Le silence qui a suivi était lourd de culpabilité. Je pouvais entendre sa brusque inspiration. Il était pris. Je ne sais pas de quoi tu parles, a-t-il balbutié, mais le mensonge était mince comme du papier. Arrête tes conneries, ai-je lâché, ma patience envolée. Leur as-tu parlé? As-tu parlé à Alex et Chloé de mon projet? Il a finalement craqué. Sa voix était un murmure pathétique.
J'en ai juste parlé à Alex. Je trouvais ça cool ce que tu faisais. Je me vantais de toi. Te vanter? Ai-je ri. Un son dur et sans humour. Tu leur as donné les clés du royaume, David. Tu leur en as dit juste assez pour qu'ils me trouvent, pour qu'ils me ciblent. Je ne savais pas qu'elle allait faire ça, a-t-il plaidé. Je te jure, Jason. Alex a juste dit que l'entreprise de Chloé était intéressée par les trucs de tech et j'ai mentionné ta start-up. Je n'en avais aucune idée. Mais je savais que c'était aussi un mensonge. David était intelligent. Il travaillait dans la finance. Il savait exactement ce que, intéressé par les trucs de tech, signifiait venant d'un requin du capital risque comme Chloé. Il ne l'avait pas fait pour m'aider. Il l'avait fait pour se faire bien voir d'Alex, la branche prospère de l'arbre généalogique. Il avait vendu mon secret pour quelques tapes dans le dos du Golden Boy. Il avait choisi un camp. Peu importe ce que tu savais, ai-je dit, ma voix devenant glaciale. Seul ce que tu as fait compte. Je pouvais l'entendre commencer à paniquer. S'il te plaît, Jason, ne le dis pas à tes parents ou à Alex. C'était une erreur. Une erreur. Trahir des années de confiance était une erreur. Aider un prédateur à cibler sa propre famille était une erreur. La désinvolture de la chose, la lâcheté, était presque pire que l'acte lui-même. Il n'était pas désolé pour ce qu'il avait fait. Il était désolé de s'être fait prendre. Il s'inquiétait des conséquences pour lui-même, pas pour moi. Il s'inquiétait de devoir prendre un avocat. Ne t'inquiète pas, David, ai-je dit. Et la froideur de ma propre voix m'a surpris. Je ne vais le dire à personne. Oh, Dieu merci, Jason. Merci. Je vais leur montrer, ai-je interrompu. À tous. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre, le laissant mariner dans le silence de sa propre trahison. La confirmation de la trahison de David était la dernière pièce du puzzle. Elle a coupé le dernier fil de doute, le dernier souffle d'espoir que tout cela n'était qu'un malentendu. C'était une attaque coordonnée, et ma propre famille, mon propre sang, avait été complice. Je me suis tourné vers Ben, mon visage de marbre. Ils essaient de tout voler. L'expression de Ben était sombre. Alors, on riposte. Non, ai-je dit, un nouveau sentiment de clarté glaçante m'envahissant. On ne riposte pas. On les laisse penser qu'ils sont en train de gagner. On va tendre un piège. Un piège magnifique, élégant, inéluctable. Et la fête de fiançailles. C'est là qu'on va le déclencher. Ma décision était prise. Je ne défendais plus seulement mon entreprise. Je défendais ma vie, mon identité, mon existence même contre les gens qui étaient censés me soutenir. J'allais à cette fête et j'allais réduire en cendres tout leur monde factice. Le plan était audacieux. Il était théâtral et il devait être parfait. Pendant la semaine suivante, Ben et moi avons travaillé avec la précision de chirurgiens. Nous n'étions plus seulement des programmeurs. Nous étions les architectes d'une chute. Le cœur du piège était un morceau de code que j'ai écrit moi-même. Nous l'avons appelé le « pot de miel ». Nous avons créé une nouvelle section isolée de notre serveur de démonstration. Elle était conçue pour ressembler à une vulnérabilité, une porte dérobée vers le sein des saints, le code source de l'algorithme d'Aurélia. C'était un appât irrésistible pour une voleuse qui se croyait plus intelligente que tout le monde. Mais le pot de miel avait un secret. Dès que quelqu'un y accédait, il déclencherait une alarme silencieuse de notre côté. Plus important encore, il commencerait à tout enregistrer, frappe au clavier, activité de l'écran, et le coup de maître, il activerait le microphone de l'ordinateur de l'utilisateur. Nous ne verrions pas seulement ce qu'ils essayaient de voler. Nous les entendrions le planifier. C'était légalement discutable, mais l'espionnage industriel l'était aussi. Nous ne faisions que rassembler des preuves. Tu es sûr de ça, a demandé Ben, en regardant les lignes de code élégantes et vicieuses. C'est joué salement. Ils ont commencé la partie, Ben, ai-je répondu, mes yeux ne quittant pas l'écran. Je vais juste la gagner. Nous avons amorcé l'hameçon en envoyant un email de mise à jour système à tous les utilisateurs de la démo, mentionnant un relâchement temporaire de certains protocoles de sécurité pour maintenance. C'était juste assez pour qu'un attaquant curieux saute sur l'occasion. Puis nous avons planifié la révélation. Ma première pensée a été d'envoyer simplement les preuves à Sterling Westwood et de les laisser gérer. Mais ce n'était pas assez.
Une exécution d'entreprise discrète ne résoudrait pas le problème de fond. Elle ne panserait pas la blessure que ma famille avait infligée. Cela devait être public. Cela devait être indéniable. C'est alors qu'une information cruciale m'est tombée dessus. Ben était en dernier appel logistique avec Monsieur Harrison, le PDG de Sterling Westwood. Alors qu'il terminait, Harrison a mentionné ses projets pour le week-end. Je dois prendre l'avion pour une fête de fiançailles, avait-il dit avec un léger soupir. La fille de mon ancien partenaire se marie. Un dénommé Richard Miller. Ben a failli laisser tomber le téléphone. Il m'a relayé la nouvelle, les yeux écarquillés. Jason, tu ne vas pas le croire. Harrison sera là, à la fête. C'était une coïncidence stupéfiante, un cadeau de l'univers. Mon accusateur, mon juge et mon plus grand champion seraient tous dans la même pièce. L'homme qui m'appelait son atout le plus précieux serait là pour assister en personne à la trahison de Chloé. La scène n'était pas seulement prête. Elle était maintenant remplie d'une distribution de stars. La dernière pièce était le mécanisme de livraison. J'avais besoin d'un moyen de diffuser les preuves pour que toute la salle les voie. J'ai appelé la coordinatrice de l'événement pour la fête, une femme nommée Isabelle, en prétendant être du bureau d'Alex. Je lui ai dit que je préparais une vidéo hommage surprise pour l'heureux couple et que je devais m'assurer que mon ordinateur portable pourrait se connecter au projecteur principal. Elle m'a joyeusement donné les spécifications techniques. Tout était en place. Le piège était tendu. Le public était confirmé. La scène attendait. Tout ce que j'avais à faire était d'attendre que la souris morde à l'appât. La nuit précédant la fête, une vague de doute m'a envahi. Le poids de ce que j'étais sur le point de faire semblait immense. Ce n'était pas juste une démolition d'entreprise. C'était une déclaration de guerre à ma propre famille. C'était un acte sans retour possible. Je me suis retrouvé à faire défiler mes contacts et à m'arrêter sur un nom que je n'avais pas appelé depuis des années. Dr Anna Sharma. Elle avait été ma directrice de thèse, une femme brillante et bienveillante qui avait vu le potentiel en moi quand j'étais juste un gamin nerveux plein d'idées. Elle était plus un mentor que mon propre père ne l'avait jamais été. J'ai composé son numéro, m'attendant à moitié à ce qu'elle ne réponde pas, mais elle a décroché à la deuxième sonnerie. Jason Miller, a-t-elle dit, sa voix aussi chaleureuse et vive que je m'en souvenais. À quoi dois-je cet inattendu plaisir? Je ne savais pas par où commencer, alors j'ai juste commencé à parler. Je lui ai tout dit. Les années passées dans l'ombre, le dîner, le plan de Chloé, la trahison, le piège que j'avais tendu. J'ai tout déballé, tout ce désordre l'ai enchevêtré. Elle a écouté sans interruption. Quand j'ai finalement terminé, la ligne est restée silencieuse pendant un long moment. J'ai pensé que je l'avais peut-être choquée ou qu'elle penserait que j'étais vengeur et mesquin. C'est un sacré fardeau à porter, Jason, a-t-elle dit finalement, sa voix pleine d'empathie. Et un sacré plan que tu as construit. C'est à la fois brillant et terrifiant. Je ne sais pas si je peux aller jusqu'au bout, ai-je avoué, les mots ayant un goût d'échec. Ça semble destructeur. C'est destructeur, a-t-elle convenu. Mais parfois, il faut brûler une forêt malade pour permettre à de nouvelles choses de pousser. Laisse-moi te poser une question, et je veux que tu réfléchisses bien avant de répondre. Quel est ton but ici? Est-ce la vengeance ou la libération? La question a traversé toute ma colère et ma confusion. La vengeance. Le mot semblait chaud et satisfaisant. Je voulais qu'il ressente la même humiliation que j'avais ressentie. Je voulais voir l'expression sur le visage de Chloé quand son monde s'effondrerait. Mais ensuite j'ai pensé à ce qui viendrait après. Les cris, les accusations, les retombées inévitablement désordonnées. Et qu'aurais-je? Un bref moment de victoire suivi d'une vie de relations brisées et d'amertume. La libération, ça semblait différent. Ça ressemblait à la paix. Il s'agissait de dire la vérité, non pas dans le but de leur faire du mal, mais dans le but de me libérer. Libre de leurs attentes. Libre du rôle qu'ils m'avaient assigné. Libre du poids de leur approbation que je réalisais maintenant avoir cherché toute ma vie. La libération, ai-je répondu, ma voix calme mais certaine. Je veux juste être libre. Alors ton chemin est clair, a dit le docteur Sharma. N'agis pas par colère. Agis par vérité. Présente les faits calmement et clairement. Ton but n'est pas de les détruire, mais de reprendre le contrôle de ton histoire. Les conséquences de leurs actions sont leurs problèmes.
Ta seule responsabilité est envers ta propre intégrité. Nous avons parlé encore un peu, mais ces mots étaient ce dont j'avais besoin. Elle m'avait donné une boussole. Je n'allais pas à la fête en tant que vengeur. J'y allais en tant que porteur de vérité. J'allais exposer mon cas, présenter mes preuves, et m'en aller, laissant les décombres à ceux qui les avaient créés. J'ai raccroché le téléphone, un profond sentiment de calme s'installant en moi. Le doute avait disparu. À sa place, il y avait une résolution silencieuse et inébranlable. Je savais ce que j'avais à faire. Je suis arrivé à la fête de fiançailles avec un retard élégant. J'avais choisi mon costume avec soin, un classique bleu marine bien coupé. Il n'était pas tape à accent grave-l'œil, mais il était confiant. Je voulais avoir l'air d'être à ma place, pas comme le cas social qu'il m'avait toujours traité. En entrant, la salle bourdonnait déjà. J'ai vu mes parents tenir salon, riant avec des gens que je ne reconnaissais pas. Ils m'ont vu et ma mère m'a fait un petit signe de la main tendue, ses yeux balayant déjà la pièce à la recherche de quelqu'un de plus important à qui parler. Il n'a pas fallu longtemps pour que l'heureux couple me trouve. Alex s'est pavané vers moi, une coupe de champagne à la main. Chloé, attachée à son bras comme un accessoire de créateur. Le voilà, a tonné Alex, en me frappant l'épaule un peu trop fort. Content que tu aies pu venir, petit frère. Pendant une seconde, j'ai cru que tu serais trop occupé avec ton, tu sais. Il a agité la main vaguement comme s'il essayait de saisir le concept de mon travail dans les airs. Chloé a souri, une expression venimeusement douce. On parlait justement de toi, Jason. Je disais à Alex à quel point je suis impressionné par ton dévouement. C'est si rare de voir quelqu'un d'aussi passionné par ses petits projets. L'appât était évident. Il voulait une réaction. Il voulait que je sois décontenancé, que je me défende, que je joue mon rôle dans leur petit drame. Mais les mots du docteur Sharma résonnaient dans ma tête. Agis par vérité, pas par colère. Alors j'ai souri en retour. Un sourire calme et sincère. Merci, Chloé. Ça compte beaucoup. En fait, mon petit projet est sur le point de vivre une très grande semaine. J'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. Ma réponse a semblé les déstabiliser. Ce n'était pas ce à quoi ils s'attendaient. Les yeux de Chloé se sont plissés une fraction de seconde avant que son sourire parfait ne revienne en place. Juste à ce moment-là, un homme avec une chevelure argentée et une aura d'autorité tranquille s'est approché de notre groupe. Mon cœur a fait un petit bond. C'était Monsieur Harrison. Mon père s'est précipité, son visage étiré dans un sourire de sycophante. Harrison, si content que vous ayez pu venir. Vous connaissez mon fils, Alex, bien sûr, et voici sa brillante fiancée, Chloé. Harrison leur a serré la main poliment. Ses yeux se sont ensuite posés sur moi. Il a marqué une pause, une lueur de reconnaissance dans son regard. Il connaissait mon visage de nos appels vidéo. J'ai vu la question se former dans son esprit. Et voici notre autre fils, Jason, a dit mon père presque après coup. Les sourcils d'Harrison se sont levés. Il m'a tendu la main, sa poignée ferme et chaleureuse. Jason, c'est un plaisir de vous rencontrer enfin en personne. Nous sommes tous incroyablement excités par le travail que vous avez accompli. Un silence confus est tombé sur ma famille. Alex regardait Harrison puis moi, un froncement de sourcils plissant son front. Le sourire de Chloé s'est crispé sur les bords. Mon père avait l'air complètement déconcerté. Vous vous connaissez, a demandé mon père. D'une certaine manière, a dit Harrison doucement, ses yeux pétillants. Jason est une sorte de légende dans notre département RD, avant que quiconque puisse digérer cela, Chloé, toujours opportuniste, est intervenue. Oh, Jason est plein de surprises, a-t-elle dit avec un rire léger, essayant de reprendre le contrôle de la situation. Elle s'est tournée vers moi, sa voix dégoulinant d'une fausse admiration. J'espère qu'un jour votre entreprise se fera remarquer par un grand fonds comme le mien. Il faut juste continuer à rêver, n'est-ce pas? C'était la réplique, la pique arrogante finale, le signal parfait. Je lui ai adressé un sourire serein. Tu sais, Chloé, ai-je dit, ma voix juste assez forte pour que notre petit groupe entende, je pense que tu vas être très intéressé par ce qui va suivre. Sur la scène, le maître de cérémonie tapotait le micro. C'était l'heure du toast. C'était l'heure que le spectacle commence. Alex, se prélassant sous les projecteurs, a prononcé un court discours d'autofélicitation.
Il a remercié tout le monde, a loué Chloé avec effusion, puis avec un sourire suffisant, il m'a appelé sur scène. C'était le moment qu'il attendait, l'affirmation publique de notre hiérarchie familiale. Je suis monté, la petite télécommande fraîche et solide dans ma main. J'ai ajusté le micro. La salle était calme, dans l'expectative. Merci, Alex, ai-je commencé. Je n'ai pas préparé un long discours. J'ai toujours cru que les actes parlent plus que les mots. Et dernièrement, j'ai été mis au courant d'actions très intéressantes. J'ai regardé directement Chloé. Son sourire commençait à paraître forcé. Chloé en particulier a montré un intérêt remarquable pour le monde de l'IA de comptabilité forensique. Elle a été si curieuse de mon petit projet. Alors, j'ai pensé qu'au lieu d'un toast, je partagerais un petit bout de ce projet avec vous tous. J'ai appuyé sur le bouton. L'écran derrière moi s'est animé. Ce n'était pas une présentation PowerPoint. C'était un enregistrement d'écran. La date et l'heure étaient dans le coin. Il y a 2 nuits. L'utilisateur était connecté au réseau de VCF. La souris se déplaçait frénétiquement, essayant d'ouvrir des répertoires de pare-feu. Mon pot de miel. Un halètement collectif a parcouru la salle. Au premier rang, ma mère a mis une main sur sa bouche. Mon père était à moitié hors de son siège, son visage un nuage d'orage. Puis est venu l'audio. C'était la voix de Chloé, nette et sans équivoque. Allez, trouve l'algorithme de base, sa voix a résonné dans le système de sonorisation de la salle de bal. On a juste besoin du code source et on pourra construire notre propre clone. Au moment où on le lancera, le petit nerf de la compta qui a construit ça ne saura jamais ce qui l'a frappé. La salle était absolument silencieuse. On aurait pu entendre une épingle tomber sur l'épaisse moquette. Le visage de Chloé était blanc comme un linge. On aurait dit qu'elle avait été changée en pierre. Alex fixait l'écran, puis elle, son expression un mélange de confusion et d'horreur. La vidéo a continué. Elle la montrait dirigeant une petite équipe essayant de contourner ma sécurité. Elle enregistrait sa frustration, sa cupidité, son mépris absolu pour le fondateur anonyme qu'elle essayait de voler. Quand la vidéo s'est terminée, j'ai laissé la dernière phrase accablante flotter dans l'air silencieux. Puis je me suis retourné vers le micro. Le petit nerf de la compta auquel elle fait référence. C'est moi, ai-je dit, ma voix résonnant avec une clarté que je n'avais jamais ressentie auparavant. L'entreprise qu'elle essayait de voler, Aurelia Analytics, c'est mon entreprise. J'ai fait une pause, laissant cela s'imprégner. J'ai regardé Monsieur Harrison, qui observait la scène se dérouler avec une expression sombre et indéchiffrable. Et il y a une dernière chose, ai-je dit, tournant mon regard vers Chloé. Tu as dit que tu cherchais à acquérir une entreprise d'IA brillante. Tu avais raison. Sterling Westwood, l'entreprise de Monsieur Harrison, a finalisé cette acquisition ce matin. À partir de demain, Aurelia Analytics deviendra leur nouvelle division d'IA. Et dans le cadre de cet accord, j'ai accepté un nouveau rôle. J'ai laissé la tension monter, mes yeux rivés sur les siens. Je dirigerai cette division. Alors, d'une certaine manière, tu avais raison, Chloé. Ton fonds est très intéressé par mon travail parce qu'à partir de demain matin, je suis le patron de ton patron. La finalité de cette déclaration a frappé la salle comme un coup physique. Chloé a vacillé sur ses pieds, sa main agrippant le bras d'Alex pour se soutenir. Il l'a repoussé, son visage un masque de dégoût et d'humiliation. Mes parents avaient l'air d'avoir vu un fantôme. Monsieur Harrison s'est levé. Il n'a pas dit un mot. Il m'a juste regardé et a fait un seul signe de tête décisif. C'était toute la confirmation dont on avait besoin. Le verdict était tombé. L'affaire était classée. C'était le moment qui a tout changé. Le moment où j'ai finalement repris le contrôle de ma vie. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Vous êtes incroyable. Faites-moi une faveur et cliquez sur le bouton j'aime et laissez un 1 dans les commentaires ci-dessous juste pour que je sache que vous étiez là avec moi. Non seulement cela aide plus de gens à trouver cette histoire, mais cela me fait savoir que mon expérience signifie quelque chose pour quelqu'un d'autre. Votre soutien est la plus grande raison pour laquelle j'ai le courage de continuer à partager le reste de ce voyage. La fête a implosé. Elle ne s'est pas terminée. Elle s'est brisée. Les gens ont commencé à murmurer, jetant des regards choqués sur Chloé et ma famille, puis ont commencé à s'éclipser discrètement. Ils ne voulaient pas être associés aux retombées.
Chloé est restée figée pendant encore 10 secondes avant de se retourner et de fuir, bousculant des invités stupéfaits. Alex ne l'a pas suivi. Il est juste resté là, le visage pâle, me regardant avec une horreur naissante, comme s'il me voyait pour la première fois. Il ne regardait pas son frère raté. Il regardait l'homme qui venait de faire exploser publiquement sa vie parfaitement organisée. Monsieur Harrison a traversé la foule qui se dispersait et est venu directement vers moi. Il m'a de nouveau serré la main, cette fois avec un nouveau niveau de respect dans les yeux. C'était peu orthodoxe, a-t-il dit, un sourire ironique jouant sur ses lèvres, mais efficace. Vous avez fait ce qu'il fallait, Jason. L'intégrité est le seul atout qui n'a pas de prix. Il a jeté un coup d'œil à une femme à la coupe de cheveux sévère qui parlait tranquillement mais intensément dans son téléphone. C'est Madame Vance, la directrice générale de Chloé. J'imagine que Chloé aura des nouvelles de son avocat avant d'en avoir des RH. Chez Sterling Westwood, nous ne faisons pas affaire avec des voleurs. Il m'a fait un dernier signe de tête et est parti, laissant une traînée d'autorité tranquille dans son sillage. Madame Vance m'a fait un signe de tête bref, presque imperceptible, de reconnaissance avant de se tourner elle aussi et de sortir. Le message était clair. Chloé était finie. Le personnel a commencé à débarrasser les tables autour des quelques invités restants. Ma famille était blottie ensemble, un petit îlot de misère dans la salle caverneuse. De Carole, ma tante manipulatrice, chuchotait furieusement à ma mère. Mon cousin David essayait de se faire invisible dans un coin, l'air physiquement malade. Je les ai tous ignorés. Je suis allé au bar, je me suis versé un verre d'eau et je l'ai bu lentement. Je me sentais calme, vide, mais calme. La tempête était passée et j'étais toujours debout. Alex s'est finalement défigé et a titubé vers moi. Ses yeux fous de désespoir. Pourquoi, a-t-il étouffé? Pourquoi as-tu fait ça, Jason? Tu as tout gâché. Nous allions être une famille. Nous n'avons jamais été une famille, Alex, ai-je dit, ma voix dépourvue de chaleur. Nous étions une distribution de personnages dans une pièce de théâtre, et j'en avais marre de mon rôle. Ce n'est pas Chloé qui a gâché ça. C'est toi. C'est vous tous. Vous l'avez laissé se moquer de moi. Vous m'avez rabaissé. Vous m'avez méprisé. Vous pensiez que je n'étais rien. Vous venez d'apprendre que je ne le suis pas, il m'a regardé, sans voix. Pour la première fois de sa vie, mon frère Golden Boy n'avait pas de répartie spirituelle, pas de déviation charmante. Il n'avait rien. Il avait construit sa vie sur un fondement de supériorité sur moi, et ce fondement venait de se transformer en poussière. J'ai posé mon verre vide sur le bar, je lui ai tourné le dos et je suis sorti de la salle de bal sans me retourner. J'ai presque atteint ma voiture. Ils m'ont rattrapé dans le parking. Une petite délégation désespérée et brisée. Mon père, ma mère et Alex. Jason, attends, a appelé mon père. J'ai arrêté mais ne me suis pas retourné. J'ai juste attendu. Tu ne peux pas simplement t'en aller, a dit ma mère, sa voix tremblant d'une fureur qui remplaçait rapidement son choc. Tu as embarrassé cette famille d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Tu as humilié ton frère. Tu as détruit son avenir. Je me suis finalement tourné pour leur faire face. Les lumières du garage projetaient des ombres longues et déformées. Ils semblaient petits et fragiles sous la fluorescence bourdonnante. C'est mon avenir qui était en jeu, ai-je dit, ma voix égale. Chloé allait voler mon travail. Avez-vous entendu cette partie? Ou étiez-vous trop concentré sur l'embarras social? Elle était ambitieuse, a craché mon père. Peut-être qu'elle est allée trop loin. Mais toi. Tu as géré ça sans aucune classe. Tu as lavé notre linge sale en public. Ça a cessé d'être notre linge sale au moment où vous l'avez choisi plutôt que moi, ai-je répondu. Ça a cessé d'être notre linge sale à chaque fois que vous le louiez pour avoir respiré et que vous me critiquiez pour avoir réussi. Vous ne vouliez pas un fils. Vous vouliez un reflet de vous-même. Et quand je n'étais pas ça, vous avez essayé de me briser. Alex s'est avancé. Un divorce aurait été moins désordonné que ça. Jason, tu aurais pu juste me le dire. J'ai ri. Un vrai rire. Te le dire? Dire à l'homme qui a ri le plus fort quand sa fiancée a qualifié le travail de ma vie d'adorable? Tu n'aurais pas écouté. Tu n'écoutes jamais. Tu attends juste ton tour pour parler. Un lourd silence est tombé entre nous. À ce moment-là, j'ai vu la vérité.
Ils n'étaient pas désolés. Ils n'étaient pas horrifiés par la trahison ou le vol. Ils étaient horrifiés que j'ai révélé la vérité. Ils étaient en colère que j'ai bouleversé l'équilibre délicat de leur monde, un monde construit sur la fiction commode de ma médiocrité. J'en ai fini, ai-je dit doucement. Mais les mots portaient le poids d'un jugement final. J'en ai fini d'être votre déception. J'en ai fini d'être votre tremplin. J'en ai fini d'avoir besoin de votre approbation. Ma mère a commencé à pleurer, mais c'était des larmes de frustration, pas de remords. Et nous alors? Après tout ce que nous avons fait pour toi. Ce que vous avez fait, c'est m'apprendre une leçon précieuse, ai-je dit, en les regardant chacun dans les yeux. C'est que parfois, la famille dans laquelle on est n'est pas la famille qu'on garde. Au revoir. Je suis monté dans ma voiture, j'ai démarré le moteur et je suis parti. Dans mon rétroviseur, je les ai vus debout là, 3 silhouettes rapetissant sous la lumière crue du parking. Je ne ressentais plus de colère ou de tristesse. Je me sentais juste libre. Pour la première fois de ma vie, je conduisais vers un avenir qui était entièrement le mien. 6 mois peuvent ressembler à une vie. Le monde n'a pas cessé de tourner après la tristement célèbre fête de fiançailles, mais le mien a été refait à neuf. La fusion avec Sterling Westwood s'est déroulée sans accroc. Mon nouveau titre était vice-président de la division de l'innovation en IA. Ça sonnait absurdement corporatif, mais le travail était tout ce dont j'avais rêvé. J'avais des ressources. J'avais une équipe d'esprits brillants qui me mettait au défi et me respectait. J'avais un patron, Monsieur Harrison, qui me traitait comme un partenaire. Nous ne nous contentions plus de détecter la fraude. Nous construisions des modèles prédictifs pour prévenir les crises financières, créant des outils qui pouvaient véritablement aider les gens. Mon petit projet changeait le monde à sa petite échelle. La transition n'était pas seulement professionnelle. Elle était personnelle. Le Jason calme et réservé, qui évitait la confrontation, a commencé à s'estomper. À sa place se trouvait un homme qui parlait avec confiance dans les salles de conseil, qui n'avait pas peur d'exprimer son opinion, qui faisait confiance à son propre jugement. Le fantôme des dîners de famille avait enfin disparu. J'ai renoué avec de vieux amis, ceux que j'avais négligés pendant les années passées à coder en isolement. J'ai recommencé à sortir, prudemment au début, mais avec une nouvelle compréhension de ce à quoi ressemblait une relation saine. Il ne s'agissait pas de dynamique de pouvoir ou de statut social. Il s'agissait de respect mutuel. C'était une révélation. Ma famille, pour la plupart, était silencieuse. J'ai entendu dire par des indiscrétions que les retombées avaient été catastrophiques. La rupture d'Alex et Chloé a été immédiate et moche. Il avait essayé de sauver sa réputation, mais l'histoire s'était répandue comme une traînée de poudre dans leurs cercles sociaux. Il n'était plus le Golden Boy. Il était l'idiot qui avait été manipulé par sa fiancée et publiquement démantelé par son propre frère. Il a perdu des clients. Il a perdu son assurance. Il a perdu la seule chose qui lui ait jamais importé, son image. Je ne m'en suis pas réjoui. Honnêtement, je pensais rarement à eux. C'était comme un bruit de fond qui avait enfin été éteint. Le silence était paisible. Un après-midi, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à appuyer sur le bouton vert. Allô, Jason. C'est Madame Gable. J'étais stupéfait. Madame Gable avait été notre voisine pendant des années, une veuve douce et tranquille qui était une amie de longue date de ma mère. Je l'avais toujours appréciée. Madame Gable, bonjour. C'est si bon d'entendre votre voix, ai-je dit, sincèrement surpris. Oh, mon cher. Je suis désolé de vous déranger au travail, a-t-elle dit. J'étais à cette fête, Jason. Et je voulais vous dire. J'attends depuis 30 ans que quelqu'un leur tienne enfin tête. J'ai toujours su que vous étiez celui qui était spécial. Les silencieux le sont toujours. Je suis tellement, terriblement fier de vous. Les larmes me sont montées aux yeux. Être vu, vraiment vu, par quelqu'un qui avait été là depuis le début. Cela signifiait plus que n'importe quelle promotion ou chèque de paie. C'était une validation qui venait d'un lieu de gentillesse pure et simple. Merci, Madame Gable, ai-je dit, la voix chargée d'émotion. Ça représente énormément pour moi. Nous avons bavardé quelques minutes de plus avant qu'elle ne raccroche. Elle a dit quelque chose qui m'est resté. Ta mère et ton père. Ils ont misé sur le mauvais cheval, Jason. Et maintenant,
Ils apprennent qu'un cheval de race qui ne peut pas courir n'est qu'une bouche chère à nourrir. C'était une analogie dure, mais vraie. Ils avaient tout investi émotionnellement, socialement et, comme j'allais bientôt le découvrir, financièrement dans un fils qui n'était que style et sans substance, et la note arrivait enfin. Un autre mois a passé. J'étais dans mon bureau, esquissant une feuille de route pour un nouveau projet lorsque mon assistante m'a appelé. Jason, votre mère est en ligne. Elle dit que c'est une urgence. Mon sang s'est glacé. Malgré ma liberté retrouvée, le mot « urgence » d'un parent déclenche toujours une peur primaire. Quelqu'un était-il malade? Y avait-il eu un accident? J'ai attrapé le téléphone. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Tout le monde va bien? Ce n'était pas ce genre d'urgence. C'était le genre auquel j'aurais dû m'attendre. Jason, tu dois aider ton frère, a-t-elle dit, sa voix tendue d'une panique désespérée et fabriquée. Il n'y a pas eu de « bonjour ». Pas de « comment vas-tu » Juste une exigence. Je me suis penché en arrière dans ma chaise, un sentiment de résignation lasse m'envahissant. L'aider avec quoi? Sa vie s'effondre, a-t-elle pleuré? Il a perdu son travail. Ses clients ne répondent plus à ses appels. Chloé le poursuit en justice pour détresse émotionnelle ou une absurdité du genre. Il est au plus mal. Il a besoin de toi. Je suis resté silencieux, laissant ces mots flotter dans l'air. L'audace pure était presque impressionnante. Après tout ce qui s'était passé, elle m'appelait encore pour réparer le désordre que son enfant prodige avait créé. « Qu'est-ce que tu attends exactement que je fasse, maman ?» ai-je demandé, ma voix dangereusement calme. « Tu as réussi maintenant ?» a-t-elle dit, comme si c'était une accusation. « Tu as de l'argent. Tu as des relations. Tu pourrais, je ne sais pas, lui faire un prêt, le présenter à des gens, l'aider à se remettre sur pied. C'est ton frère. C'est mon frère, ai-je convenu. Et il est resté là à rire pendant que sa fiancée prévoyait de me détruire. Il m'a traité de raté toute sa vie. Tu veux que je récompense ce comportement? Sa voix est devenue vive, le désespoir se transformant à nouveau en son ton familier et tranchant. C'est de ta faute. Tu sais, si tu n'avais pas fait cette scène dégoûtante, rien de tout cela ne serait arrivé. C'est toi qui lui as fait ça. Et voilà, le blâme. Le refus complet d'accepter toute responsabilité. Non, ai-je dit, ma voix ferme. Je n'ai pas fait ça. Ses choix l'ont fait. Les choix de Chloé l'ont fait. Et vos choix l'ont fait. Nos choix, a-t-elle hurlé. Nous t'avons tout donné. Puis, dans sa colère et sa frustration, elle a laissé échapper la dernière vérité hideuse. Celle qui expliquait tout. Nous avons tout investi dans Alex. Ton père et moi. Nous avons mis nos économies dans ces entreprises immobilières. Nous pensions qu'il était la valeur sûre. Maintenant, tout est parti. L'héritage. Tout est parti. Et tu es assis là-haut dans ton bureau chic à ne rien faire. L'héritage. Le mot a atterri dans l'espace entre nous comme un bloc de glace. Il ne s'était jamais agi d'amour. Il ne s'était jamais agi de savoir de quel fils ils étaient le plus fiers. Il s'agissait d'argent. C'était un calcul financier. Alex était l'action à haut rendement et à haut risque. J'étais l'obligation d'épargne oubliée rapportant des intérêts négligeables dans un tiroir poussiéreux. Toute leur structure familiale, leurs louanges, leurs déceptions, tout n'était que gestion de portefeuille. Et leur investissement de premier ordre venait de s'effondrer. J'ai ressenti une étrange pitié pour eux. Ils étaient tellement aveuglés par l'image et l'argent qu'ils avaient complètement manqué la vraie valeur de leur propre famille. Je vois, ai-je dit doucement. Eh bien, ça explique certainement beaucoup de choses. Vas-tu nous aider ou pas, a-t-elle exigé. Je ne peux pas vous donner d'argent, ai-je dit. Mais je vais vous donner un conseil. J'ai le numéro d'un excellent conseiller financier. Il est spécialisé dans la faillite et la gestion de la dette. Je vous l'enverrai par email. Le silence stupéfait à l'autre bout du fil était plus satisfaisant que n'importe quelle dispute n'aurait pu l'être. C'est tout ce que tu peux faire? A-t-elle murmuré, sa voix pleine d'incrédulité. C'est tout ce que je suis prêt à faire, les jeux corrigés. Mon aide n'est plus sur la table. Mon portefeuille est fermé. Au revoir, maman. J'ai raccroché le téléphone. Je ne me sentais pas en colère. Je ne me sentais pas triste.
J'ai senti la dernière chaîne se briser. J'étais libre. Quelques semaines plus tard, j'étais assis à un petit café en plein air, non pas dans ma ville américaine animée, mais à Florence, en Italie. Le soleil était chaud sur mon visage, et l'air sentait l'espresso et la vieille pierre. Devant moi se trouvait une pâtisserie à moitié mangée et une vue sur le Duomo, son magnifique dôme perçant le ciel bleu éclatant. J'avais réservé un aller simple. Après ce dernier appel avec ma mère, j'ai réalisé que j'avais besoin de plus qu'un nouveau travail et un nouvel appartement. J'avais besoin d'une nouvelle perspective. J'avais passé si longtemps à mener une bataille dans un monde qu'ils avaient défini. Il était temps de voir le reste du monde selon mes propres termes. J'avais assez d'argent maintenant. J'avais un travail que je pouvais faire à distance pendant quelques mois. Il n'y avait plus d'excuses, plus d'obligations familiales qui me retenaient. Pour la première fois de ma vie, il n'y avait que moi. J'ai pris une gorgée de mon cappuccino et j'ai regardé les gens passer. Des couples se tenant la main, des familles riant, des artistes dessinant sur la piazza. C'était un monde à part de la tension et du drame qui avait défini ma vie pendant si longtemps. Ici, je n'étais pas le frère d'Alex ou le programmeur. J'étais juste un homme savourant un café au soleil. J'ai pensé à ma famille, mais le souvenir était lointain maintenant, comme une scène d'un film que j'avais vu autrefois. J'espérais, d'une manière détachée, qu'il trouverait une sorte de paix. J'espérais qu'Alex apprendrait que sa valeur n'était pas liée à son travail ou à sa voiture. J'espérais que mes parents apprendraient que l'amour n'est pas un investissement à gérer. Mais leur voyage était le leur. Ce n'était plus mon fardeau à porter. Mon téléphone a vibré. C'était un message de Ben. Une photo de notre équipe célébrant le lancement d'un nouveau produit. Ils souriaient tous, levant des verres de champagne dans notre ancien bureau. L'objet était simple. Tu nous manques. J'ai souri et j'ai tapé une réponse. Vous aussi, mais le gelato ici est meilleur. J'ai sorti une carte postale de mon sac. Une belle photographie du Ponte Vecchio. J'ai commencé à écrire, non pas à ma famille, mais à Ben. Je n'ai pas parlé de travail ou de la fusion. Je lui ai parlé du goût des pâtes, de la couleur du coucher de soleil sur le fleuve Arno, de la sensation de marcher dans des rues vieilles de plusieurs siècles. J'étais enfin libre. Non pas parce que j'avais gagné ou parce qu'ils avaient perdu. J'étais libre parce que j'avais finalement cessé de jouer à leur jeu. J'avais quitté l'échiquier et découvert que tout un monde m'attendait. Un monde qui n'exigeait pas que je sois petit pour que quelqu'un d'autre se sente grand. Un monde où je pouvais juste être Jason. Et pour la première fois, cela semblait plus que suffisant. J'ai signé la carte postale, j'y ai mis un timbre et je suis parti à la recherche de la boîte aux lettres la plus proche, mais pas plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle a résonné en vous d'une manière ou d'une autre. Il m'a fallu beaucoup de temps pour trouver ma propre voie et partager cela fait partie de ce voyage. Avez-vous déjà été dans une situation où vous avez dû redéfinir complètement votre relation avec les personnes que vous aimez? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous.